Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, chers auditeurs de Storia Voce. Storia Voce qui, vous le savez, n'existe et ne peut se développer que grâce à votre soutien. N'hésitez donc pas à explorer notre site storiavoce.com, à écouter nos podcasts et surtout à les partager. Alors aujourd'hui, deuxième et dernier cours d'histoire sur l'histoire justement de la musique au XVIIIe siècle et toujours pour nous en parler, Élodie Auriol. Bonjour Élodie. Bonjour. Docteur en histoire moderne, je le rappelle, membre de l'École française de Rome depuis septembre 2019. École française qui nous accueille donc toujours aujourd'hui et je l'en remercie pour cela. Élodie Auriol, vous travaillez sur l'Italie du XVIIIe siècle et plus spécifiquement sur une histoire sociale, culturelle et économique de la musique. Alors la semaine dernière, nous avons brossé un portrait général de cet univers musical du XVIIIe siècle, de la manière dont il fonctionne, des transformations culturelles et sociales qu'il manifeste dans ce siècle des Lumières, à Naples, Venise et surtout à Rome. Eh bien, cette semaine, nous nous intéressons à un aspect peut-être plus concret. Comment, lorsqu'on est musicien vivant au XVIIIe siècle, comment on vit de son art? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à ces musiciens, les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Évidemment, je parle de musiciens, mais il y a aussi des musiciennes, nous le verrons. Alors, Élodie Auriol, quand on parle de monde de la musique, c'est une expression assez vague. Ce monde de la musique, quelle profession finalement regroupe-t-il ? Alors effectivement, monde de la musique, c'est un monde extrêmement divers et on peut finalement parler de métier de la musique au pluriel. Une première distinction est à faire sans doute entre les compositeurs, donc ceux qui écrivent la musique, proposent des œuvres spécifiques à écouter aussi bien dans les théâtres que dans les chapelles musicales ou les lieux de culte, mais également les interprètes. Et les interprètes sont également divisés dans des catégories aussi distinctes que sont les chanteurs et les instrumentistes. Et ces différences, elles sont aussi importantes puisque il y a une reconnaissance du statut social aussi qui n'est pas le même. Alors, il évolue au cours du XVIIIe siècle, mais disons que on observe une tendance pour les compositeurs à être perçus plus, et eux tentent à le valoriser comme des intellectuels. En revanche, les instrumentistes, les chanteurs seront plus considérés comme des artisans, en particulier les instrumentistes, mais ceux qui vont vraiment réussir à prendre une place spécifique, ce sont les chanteurs, effectivement, grâce au développement de l'opéra qui les met sur le devant de la scène. et du coup, effectivement, ils prennent encore plus de place. Du coup, c'est une véritable hiérarchisation de la profession, en fait. Alors, c'est tout à fait juste. Et cela dit, on observe que les hiérarchies ne sont pas les mêmes selon les lieux d'exercice. Le contraste le plus évident est celui qu'on observe dans les chapelles musicales ou les églises, où effectivement, on a le maître de chapelle qui est celui qui gère les fonctions musicales, qui va aller chercher les instrumentistes et les chanteurs à engager pour des fonctions musicales. En revanche, du côté du théâtre public, eh bien là, vous avez un renversement puisque c'est vraiment le chanteur qui devient la figure principale du théâtre public, de la saison musicale. Les compositeurs qui quand même prennent une place aussi importante, mais les instrumentistes passent derrière. Bon, bien qu'ils soient importants, sans eux, on ne peut pas faire de spectacle. Mais effectivement, on n'a pas tout à fait la même hiérarchie qui subsiste. Sachant que dans ce monde, dans cette diversité-là, il faut aussi reconnaître que certains font des choix différents. C'est-à-dire que vous avez des compositeurs qui vont décider de ne pratiquer la musique que dans le milieu sacré. À Rome, par exemple, Girolamo Chieti, maître de chapelle de Saint-Jean de Latran,
ne va qu'exercer dans ce milieu-là et d'ailleurs est détestable vis-à-vis de ses collègues qui pratiquent ailleurs dans les villes, dans les théâtres publics. Voilà, et il a un fort sentiment de supériorité. À côté de ça, vous avez d'autres compositeurs qui vont diversifier leurs pratiques et composer aussi bien pour les théâtres que les chapelles. Par exemple, Antonio Aurisicchio, qui est un originaire d'Amalfi, qui lui va venir à Rome et être aussi bien pratiquer dans ces différents lieux d'exercice. Donc effectivement, on ne peut pas vraiment parler d'une hiérarchie, mais deux hiérarchies au pluriel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à l'intérieur même des catégories, il y a des hiérarchies, c'est-à-dire des chanteurs qui vont bénéficier de plus de notoriété, qui vont réussir à se construire, à se forger une réputation qui leur permet d'être appelés dans différents lieux de la pratique, pas seulement à l'échelle de la péninsule italienne, mais en Europe, dans des cours aristocratiques. Vous m'avez déjà parlé de Farinelli la semaine dernière, mais il y en a d'autres dont on parlera sans doute. Et donc le public va avoir un rôle extrêmement important pour la nouvelle hiérarchie des individus. Est-ce que, par exemple, on peut être chanteur et basculer en compositeur ? Est-ce qu'on peut être instrumentiste et basculer en compositeur ? Alors oui, ça arrive. Un exemple qu'on peut citer à Rome, toujours, c'est Giovanni Battista Costanzi, qui commence sa carrière en tant que violoncelliste, virtuose vraiment de violoncelle, notamment du cardinal Pietro Toboni. Mais ensuite, il va privilégier en fait la composition et développer sa carrière plutôt en tant que compositeur. Donc effectivement, ça existe, mais on s'aperçoit quand même qu'au cours du XVIIIe siècle, il y a une forte spécialisation. Et donc, on reste quand même dans son domaine qui est celui spécifique. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur la hiérarchie au sein des lieux musicaux. On parlait du public. Et ce qui est très intéressant, c'est que le public romain à Rome est extrêmement exigeant, très connaisseur. Ça, c'est ce qui ressort justement des témoignages des contemporains. Mais il peut être très louangeur quand il le veut, et à l'inverse, être extrêmement dur, rabaisser, mépriser, voire les chanteurs. Et c'est intéressant de voir effectivement des récits parfois de vie des chanteurs eux-mêmes. Par exemple, Baldassare Galuppi, qui en 1756 va présenter son œuvre Idomedeo au Teatro Argentina, et qui le soir même de la représentation s'en retourne à Naples. Vraiment scandalisé et finalement qui regrette en fait la déconvenue qu'il a subie à cause du public romain. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment la critique en fait romaine est extrêmement sévère, et il y a tout un tas de témoignages qui expriment que faire carrière à Rome, c'est vraiment si on réussit à faire carrière à Rome, c'est qu'on a vraiment les chances de faire carrière dans d'autres villes italiennes ou européennes. En fait, c'est la vox populi qui est à l'œuvre en fait. Exactement. Et ça, c'est une spécificité du XVIIIe siècle. Et alors, vous l'avez plus ou moins évoqué déjà, mais comment est-on considéré ? On sait par exemple que parfois les acteurs sont très mal considérés. C'est un peu pardonnez-moi l'expression, un peu le bas de gamme. Est-ce que c'est pareil pour les musiciens, ou au contraire, il y a une espèce d'aura de prestige ? Est-ce que ce sont des stars finalement ? C'est très variable. C'est très variable. On a notamment effectivement des figures qui sont extrêmement valorisées parce on apprécie leur talent, on reconnaît leur capacité vocale, leur technique vocale, et donc effectivement ils prennent une place de reconnaissance spécifique, un statut social spécifique. Et à l'inverse, on a aussi une image aussi parfois négative du chanteur, notamment de la chanteuse. Alors là aussi, la question se pose. Il y a des amalgames qui sont faites entre la figure de la prostituée et la figure de la chanteuse. Donc, on retrouve encore ces contrastes en fait très forts. Et puis c'est un milieu finalement qui fascine, le milieu théâtral, qui... Est-ce que c'est associé à la transgression ?
Effectivement, c'est associé à la transgression et du coup, effectivement, les figures ont parfois du mal à sortir de cette image, en fait, parfois négative. Alors, Élodie Auriol, que sait-on est-ce que vous avez pu trouver dans les archives est-ce que vous avez trouvé des choses sur les revenus de ces musiciens? Est-ce que ça suffit pour assurer une subsistance, finalement? Alors c'est un point qui m'intéresse particulièrement, de connaître finalement les revenus des musiciens dans les cadres d'exercice, et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a de forts contrastes. Donc à côté de musiciens qui parviennent très facilement à cumuler les emplois, obtenir des postes dans différentes églises, travailler pour tel ou tel théâtre, à obtenir finalement des ressources suffisamment conséquentes et parfois à exercer des monopoles. Par exemple à Rome, il y a les figures de Giovanni Battista Costanzi, Giovanni Battista Casalli, qui sont de maîtres de chapelle, qui monopolisent presque les emplois dans les chapelles. Et d'ailleurs, d'autres maîtres de chapelle se plaignent de ne pas pouvoir assurer eux-mêmes les fonctions. Et à côté de cette catégorie un peu privilégiée de musiciens, il y a une autre catégorie beaucoup plus modeste qui va peiner à cumuler les engagements. Et dans ce cas-là, on observe des tendances, soit à diversifier la pratique dans le milieu musical, c'est-à-dire enseigner, hein, c'est une autre source de revenus importante, copier la musique également, organiser des événements musicaux, donc ça c'est ce qu'on appelle la polyvalence, ou bien vraiment changer d'activité. Alors ça, ce n'est pas propre au métier de musicien, hein. Dans l'Ancien Régime, la polyactivité est extrêmement fréquente, c'est-à-dire qu'on va associer les activités musicales à d'autres activités. Alors, un ou deux exemples que je me permets de vous soumettre. Par exemple, le testament d'Almerigo Bandiera précise qu'il est organiste et copertaro, donc faiseur de draps. Autre exemple, Giovanni Battista Poggi est joueur de violon et patron d'une boutique. Donc on voit là que il y a cette possibilité de joindre les deux bouts. Exactement. En cumulant des activités qui ne sont pas forcément musicales. Et par rapport aux revenus, le milieu qui va accorder des rémunérations plus élevées est le milieu des théâtres publics. Et dans ces théâtres publics, il va y avoir aussi des hiérarchies très fortes salariales. J'en veux pour preuve, par exemple, au Théâtre Alibert en 1748. Gaetano Majorani, premier rôle, va obtenir 1450 scudi, tandis que le rôle le moins important, qui est porté par Giuseppe Guspelt, va lui permettre d'avoir une somme de 50 scudi. Donc 1450 à 50, la différence disparité énorme est très 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 importante. Donc effectivement, la hiérarchie se retrouve aussi d'un point de vue salarial. Alors, nous avons vu la dernière fois que ce XVIIIe siècle avait vu une sorte de basculement de la musique sacrée vers la musique profane. En réalité, plus qu'un basculement, une certaine porosité. En quoi cela modifie-t-il l'organisation de la profession ? Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette diversité de la musique profane va permettre d'ouvrir d'autres opportunités de travail. Donc, les musiciens vont pouvoir accéder à d'autres formes d'emploi, à d'autres engagements, et donc diversifier et mieux gagner leur vie pour répondre à cette nouvelle demande musicale. Par exemple, Nicola Jomelli, un compositeur napolitain, qui va être maître de chapelle de Saint-Pierre de Rome, va diversifier son activité en composant également pour des théâtres, ce qui est d'ailleurs agace profondément Girolamo Chitti, le fameux maître de chapelle de Saint-Jean-de-Latran, exactement, qui ne supporte pas cette diversité concrète. Alors, les métiers à cette époque et depuis très longtemps sont généralement regroupés en corporations. Est-ce que c'est le cas aussi des musiciens ? Alors, le cadre institutionnel musical est faiblement incorporé. Il existe effectivement une corporation, donc un corps de métier, qu'on appelle la Congregazione dei Musici di Santa Cecilia, qui existe depuis la fin du XVIe siècle. Et qui existe encore aujourd'hui. Et qui existe encore, mais qui est devenue Accademia au début du XIXe siècle. Et elle fonctionne effectivement
comme une corporation à l'époque, c'est-à-dire qu'elle permet de bénéficier pour les musiciens d'une protection, comme une forme en fait d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et elle cherche également à gérer la pratique musicale dans les lieux de culte. Cela dit, on l'a dit, les lieux de culte sont seulement certains des lieux de la pratique musicale. Et donc, la pratique musicale dans d'autres lieux, notamment spectacles, théâtre public, dans les rues, etc. Eh bien, là, ses prérogatives, en fait, sa domination ne concerne pas ces autres lieux de la pratique. Donc, en fait, c'est une profession qui est seulement encadrée d'un point de vue du milieu musical sacré et qui laisse une certaine marge de liberté dans d'autres lieux de la musique. On l'a évoqué plusieurs fois la semaine dernière, l'importance du mécénat, donc ce patronage des grandes familles princières aristocratiques romaines sur les musiciens. Qu'est-ce qui caractérise ces relations ? Effectivement, les protections aristocratiques restent centrales au XVIIIe siècle. Et j'ai notamment mené dans mon étude le suivi en fait, de carrières spécifiques, de carrières qu'on pourrait considérer comme réussies. Tous pratiquement sont en fait protégés, soutenus par des cardinaux, des ambassadeurs, des membres de familles aristocratiques et on voit à quel point cette protection est essentielle pour eux. Cela dit, il n'y a pas un privilège associé à cette protection, c'est-à-dire que les musiciens peuvent avoir plusieurs protecteurs. Donc c'est une contrainte qui est quand même relativement limitée. Et comme exemple de forme de protection, donc de soutien, je voudrais donner l'exemple d'une mécène particulière qu'on connaît peu, qui fait l'objet justement de recherches que je conduis actuellement, qui est Agnese Borghese. Donc on est en plein au cœur du XVIIIe siècle puisqu'elle meurt en 1781 et sa correspondance est vraiment une mine d'informations pour comprendre justement les relations qu'elle va avoir avec des chanteurs, des compositeurs mais aussi des danseurs et danseuses et on voit à quel point elle a un poids en fait important dans la société en général. Alors les musiciens la sollicitent pour qu'elle les recommande. Elle va avoir des contacts avec d'autres mécènes, d'autres aristocrates dans d'autres villes qui lui recommandent des musiciens. J'en veux pour preuve en janvier 1756. Le cardinal Fabrizio Serbelloni, depuis Bologne, va demander à Agnès Borghese de venir en aide, de soutenir Christoph Willibald Gluck, qui vient effectivement au théâtre Argentina présenter son opéra. Elle-même, Agnese Borghese, va aider une jeune chanteuse, Caterina Fatti, à se former et pour cela, elle va l'envoyer à Naples auprès de Maria Spinelli qui va se charger de sa formation. Donc vous voyez là des effets concrets en fait de cette forme de protection qui passe aussi par la lettre, par les correspondances puisque c'est un moyen de communication spécifique. Alors la frontière est ténue quand même entre la protection et la tutelle. On l'a vu peut-être, évidemment, les avantages que les musiciens ont à solliciter le patronage de ces grandes familles, mais est-ce qu'il y a des inconvénients ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs profils d'attaches. On peut appeler ça des attaches avec l'aristocrate. Il y a des musiciens qui vont être intégrés dans la famille, en fait, donc dans ce qu'on appelle les ruoli de la famille, comme domestiques, et donc ils vont participer à l'activité musicale de la famille. À côté de ça, ce sont des attaches qui peuvent être symboliques, donc qui laissent une marge de liberté extrêmement forte aux musiciens puisqu'ils vont utiliser ces attaches comme des ressources symboliques extrêmement fortes qu'ils peuvent promouvoir auprès d'autres cours, mais ce n'est pas une obligation d'être fidèle ou de rester seulement au service de telle ou telle famille. Donc il y a une forme en fait de liberté qui peut s'exprimer et les musiciens jouent plus ou moins bien pour se rattacher les soutiens qui pourront leur bénéficier pour développer leur carrière.
Alors, il semble que l'expérience de la mobilité soit très importante pour un musicien à cette époque. La semaine dernière, vous avez évoqué ce cas, le cas d'un musicien qui passe 6 ans à Rome pour se former, etc. Pourquoi cette expérience de mobilité est importante ? Finalement, la mobilité, c'est une condition et en même temps une preuve de la réussite d'une carrière. Et effectivement, si on veut réussir sa vie et obtenir des revenus suffisants pour vivre de son art, il ne faut pas hésiter à s'expatrier dans d'autres villes italiennes, à répondre à divers engagements, à composer, jouer dans d'autres théâtres de la péninsule d'Europe. Il y a des villes effectivement qui sont plus ou moins attrayantes. Les conditions de rémunération sont plus ou moins attractives aussi en fonction des villes. Et donc, en fonction de ça, il décide de se déplacer. En ce qui concerne Rome, j'ai pu observer qu'il y avait de forts liens avec la péninsule ibérique, notamment. On constate notamment que le Portugal attire un certain nombre de chanteurs en particulier, Madrid également. Alors, c'est lié aussi au goût musical, dont on a déjà parlé dans la première partie de l'émission, puisque les souverains de l'époque ont envie d'être entourés, d'être servis eux-mêmes directement par ceux qui pratiquent l'art musical au plus près. Par exemple, Nicola Jommelli, dont nous avons parlé un peu plus tôt, donc est à Saint-Pierre de Rome dans les années 1750 et il va quitter Rome en 1754 pour rejoindre la cour du duc de Wurtemberg à Stuttgart. Et les conditions financières dont il dispose sont extrêmement importantes. Et effectivement, les instrumentistes, mais surtout les chanteurs, deviennent de véritables objets de convoitise dans les cours européennes, à Dresde, à Vienne. Et donc, on n'hésite pas à les faire venir en proposant des conditions d'exercice extrêmement attractives, notamment financières. On parle beaucoup de musiciens, de chanteurs, d'instrumentistes, seulement au masculin. Est-ce que ça veut dire que les femmes n'ont pas droit de citer dans ce monde musical ? Les femmes sont présentes, mais leur pratique est extrêmement contrainte. À Rome, encore plus qu'ailleurs. Pourquoi ? Alors, elles sont exclues des chapelles musicales ailleurs, dans la péninsule italienne, mais à Rome, elles ne peuvent pas non plus monter sur les scènes des théâtres publics. Ce qui fait que lorsqu'une chanteuse veut développer une carrière, nécessairement, elle doit et souhaite la développer, dans l'opéra et se présenter devant un public. Elle doit alors rejoindre d'autres villes de la péninsule italienne. Donc ça, c'est vraiment spécifique à Rome, l'exclusion des femmes. Alors, en théorie, des États pontificaux, mais Rome, en fait, est surtout concernée par cette mesure. C'est une coutume. Pour le moment, l'édit qui concerne cette exclusion féminine n'a pas été retrouvé, mais c'est une coutume qui se pratique. En conséquence, les chanteuses romaines vont s'expatrier. Par exemple, Charles Burney, qui est le historien de la musique anglais, qui va effectuer un grand tour de la musique dans les pays européens, va entendre à Munich, par exemple, en 1772, la chanteuse romaine Rosa Capranica, qui avait été repérée à Rome et qui s'installe à Munich. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est Caterina Gabrielli, née à Rome, dont on sait encore peu de choses sur sa carrière, son début de carrière, sera dans les années 1750 en Autriche, à Vienne, auprès de la cour donc de Marie-Thérèse d'Autriche. Et c'est intéressant parce qu'elle va conduire une correspondance très intéressante avec Agnese Borghese, dont j'ai parlé, et dans laquelle elle raconte en fait tous les honneurs qu'elle reçoit, notamment les dons, les cadeaux, parce que ça aussi, ça fait partie, on n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie des formes de rémunération des musiciens, d'obtenir des objets précieux pour les plus connus d'entre eux, qui en fait contribuent à la reconnaissance de leur statut social. Alors, ces femmes-là, comme les musiciens d'ailleurs, de quel milieu, généralement, c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais de quel milieu, en général, peuvent-ils provenir? Est-ce que c'est d'extraction un peu populaire ou assez bourgeoise? Pour les femmes ou pour le... D'abord peut-être pour les femmes, ensuite plus généralement. C'est extrêmement difficile d'avoir
un profil type en fait de l'extraction sociale des musiciennes et des musiciens. On trouve par exemple, on l'a dit, Caterina Gabrielli viendrait plutôt d'un milieu assez humble. En revanche, je pense à Maria Rosa Coccia, qui est la première femme membre de la Congregazione dei Musici di Santa Cecilia. Chose que je n'ai pas dite, qui n'accueille que des hommes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein. La première femme, c'est en 1774, et donc c'est elle. Et elle vient d'un milieu plutôt élevé. Donc voilà, les conditions en fait sociales sont extrêmement variées en fonction des cas. On observe quand même pour cette profession-là que des familles entières de musiciens qui vont justement développer leur carrière. Alors, je pense par exemple au Vacca ou au Giobbe. On voit sur 3 ou 4 générations des musiciens qui vont exercer la même profession. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un patrimoine culturel qui se transmet par le biais de la famille également. Dans une même famille. Alors, finalement, Élodie Auriol, très brièvement peut-être, est-ce qu'on peut dire que ce 18e siècle, à l'aune de tout ce qu'on a vu, abordé, constaté, etc., est-ce que ce 18e siècle peut être considéré comme celui de la professionnalisation de la musique ? Des musiciens professionnels, on en trouvait aussi avant. Ce n'est pas une spécificité du XVIIIe siècle. En revanche, si on entend par professionnalisation, ce terme qui est un petit peu compliqué, comme un processus de réglementation, notamment l'accès au métier, à la pratique, à la réglementation du métier, oui, on s'aperçoit que le XVIIIe siècle voit se développer des processus de contrôle des pratiques musicales, des capacités musicales, notamment par le biais de concours. Et ces éléments, on les voit dans les institutions mêmes, où finalement on observe une plus grande attention portée aux compétences des musiciens. Et autre élément qu'on peut retenir pour cette professionnalisation, c'est l'expansion du marché théâtral qui va avoir des conséquences avec des pratiques commerciales beaucoup plus régularisées et contractualisées, avec donc des contrats qui vont être sous des formulaires imprimés, où effectivement on voit que les parcours professionnels les parcours des musiciens se professionnalisent de façon évidente. C'est donc ainsi que se conclut ce 2e cours d'histoire consacré à l'histoire donc de la musique au XVIIIe siècle en Italie et surtout à Rome. Merci infiniment Élodie Auriol. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire moderne et pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir ce thème, je vous renvoie au livre issu de votre thèse de doctorat, donc Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècle, qu'on a vraiment abordé au sein de ce 2e cours d'histoire. Il paraît donc ce mois-ci dans la collection de l'École française de Rome. Merci beaucoup Élodie et merci beaucoup à toutes et à tous.